Chapitre 20, vidéo numéro 7. On va s'intéresser ici à la dimension d'un produit cartésien de deux cas espaces vectoriels de dimension finie, qu'on a appelé grand E et grand F. On a pris E1 jusqu'à En une base de grand E et F1 jusqu'à Fm une base de grand F. Donc si E1 jusqu'à En c'est une base de grand E, ça implique du coup évidemment que grand E est de dimension n, et si F1 jusqu'à Fm est une base de grand F, ça implique que grand F est de dimension petit m. Donc il va falloir démontrer que cette famille-ci est une base du cas espace vectoriel E fois F. Donc cette base, vous voyez comment elle est constituée, cette famille, vous voyez comment elle est constituée, d'abord tous les couples de E1,0, E2,0 jusqu'à En,0, et ensuite tous les couples de la forme 0,F1, 0,F2 jusqu'à 0,Fm. Ce n'est pas étonnant que les EI se retrouvent en première position, puisque un produit cartésien, enfin un élément du produit cartésien, c'est un couple XY avec X dans E et Y dans F. Vous voyez, il y en a un ici d'éléments du produit cartésien. Donc le premier élément est dans grand E alors que le deuxième est dans grand F. Donc les EI ce sont des éléments de grand E, donc c'est pas étonnant qu'ils se retrouvent en première position ici. Et les FI au contraire ce sont des éléments de grand F, donc c'est pas étonnant non plus que E se retrouve en deuxième position. Donc il faudra démontrer que cette famille B est une base de E fois F. On en déduira du coup que la dimension de E fois F, ce sera tout simplement le nombre de vecteurs qu'il y a dans cette base. Dans cette base, vous voyez bien qu'il y a ici n vecteurs, ici il y en a m, donc au total il y en a bien n plus m. Ce qui veut dire du coup qu'il y en a dim de E plus dim de F. Donc ça c'est important, cette formule, dimension du produit cartésien est égale à la somme des deux dimensions. Donc premièrement on va démontrer que cette famille est génératrice de E fois F, donc on va prendre un vecteur xy du produit cartésien F fois F, et il suffit de démontrer qu'il s'écrit comme une combinaison linéaire de vecteurs de cette famille. Donc déjà, occupons-nous de grand X, de petit x, pardon. Petit x, ceci est une famille génératrice de grand E, donc petit x s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs EI. De même, F1 jusqu'à Fm c'est une base de grand F, donc une famille génératrice de grand F. Donc petit y se décompose sous la forme sigma des bêta j fj. Ensuite, je peux prendre le couple xy. Là, j'ai juste remplacé x par l'expression qu'on a trouvée, et de même y par l'expression qu'on a trouvée. Et puis, donc là, j'utilise la somme, où j'ai isolé le sigma des alpha iei et le sigma des bêta jfj de cette manière-là. Je vous rappelle, la somme, c'est quoi? C'est l'addition terme à terme. Donc vous voyez bien que si je fais sigma des alpha iei plus 0 pour la première coordonnée, ça me donnera bien sigma des alpha iei. Et pour la deuxième coordonnée, je ferai 0 plus sigma des bêta jfj, ce qui me donne bien sigma des bêta jfj. Ensuite, j'utilise la propriété de la loi externe, de la loi point, et sigma des alpha iei virgule 0, ça me fait sigma des alpha i ei 0. En fait, alpha i ei 0, ça fait le vecteur alpha iei virgule alpha i 0, et alpha i.0, évidemment, ça fait 0. Donc cette égalité est bien vérifiée aussi. Du coup, c'est terminé, puisque mon vecteur xy, j'ai bien réussi à l'écrire sous forme d'une combinaison linéaire des vecteurs de la forme EI0 et des vecteurs de la forme 0FJ. Donc tout ceci est une famille génératrice de E fois F. Maintenant, il ne reste plus qu'à démontrer que cette famille est libre. Pour démontrer qu'une famille est libre, je prends une combinaison linéaire et je suppose que cette combinaison linéaire est nulle. Donc ici, il me donne le vecteur 0, 0. Ce terme de gauche, je l'ai réécrit ici. Et pour les mêmes raisons qu'au-dessus, il me donne le couple sigma des alpha iei, sigma des bêta jfj. Donc si je rapproche ces deux lignes, ça veut dire que ce couple-là, sigma des alpha iei, sigma des bêta jfj, est le couple 0, 0. Du coup, ça veut dire que cette première somme est nulle et que cette deuxième somme est nulle. C'est écrit ici. Or, la famille des EI est une base de grand E, donc elle est libre, donc tous les alpha i sont nuls. De même, la somme des FJ, enfin la famille des FJ, pardon, est une base de grand F, donc c'est une famille libre. Donc tous les scalaires qui sont là sont également nuls. Donc on a démontré que tous les scalaires sont nuls. Donc on a bien démontré que cette famille est une famille libre. Elle est libre et elle est génératrice de E fois F, donc c'est une base de E fois F. Remarque 6, ici dans cette proposition, j'ai pris n et m qui étaient des entiers naturels non nuls. Dans la remarque qui suit, il y a pour but de vous montrer que
que cette propriété est en fait vraie, en tout cas cette égalité-là est vraie, même si n ou m est nul. Par exemple, j'ai traité le cas où E est un espace vectoriel de dimension 0. Si E est un espace vectoriel de dimension 0, ça veut dire que E est égal au singleton 0. Et on pourrait démontrer que la famille 0f1 jusqu'à 0fm est dans ce cas-là une base de E fois f. Du coup, la dimension de E fois f serait bien égale à m. Et dim2 plus dim2f, ça ferait 0 plus m, donc ça serait bien égal à m aussi. Donc cette remarque a juste pour but de vous montrer que cette égalité, dimension du produit égale somme des deux dimensions, est vraie, même si n ou m est nul. Remarque 7, par récurrence, on pourrait démontrer que pour n'importe quel, si on prend n espace vectoriel quelconque, bien sûr de dimension finie, alors la dimension du produit est égale à la somme de leurs dimensions. Donc la proposition précédente, on l'a montré dans le cas de deux espaces vectoriels E et F, mais on pourrait le démontrer par récurrence dans le cas de n espaces vectoriels. En particulier, on retrouve le fait que dimension de k puissance n égale n. Vous comprenez bien que k puissance n, c'est le produit cartésien c'est exactement ce produit cartésien-là, sauf que chacun des EI vaudrait k. Du coup, ici, dans cette formule, j'obtiendrai dimension de k ça fait 1, j'obtiens la somme des 1, j'obtiens exactement n. Donc ça, c'est important, vous comprenez qu'en particulier, ça démontre que la dimension de k carré égale 2, la dimension de k cube est égale à 3, et ainsi de suite. On termine cette partie par la proposition 3, qui est une caractérisation des espaces vectoriels de dimension infinie. Un espace vectoriel E est de dimension infinie si et seulement si il existe une suite UN, telle que pour tout entier n, la famille U0 jusqu'à UN est libre. Donc on va le démontrer par contraposé, je vais démontrer le sens de la droite vers la gauche, donc je suppose que cette propriété est fausse, je suppose que E n'est pas de dimension finie, autrement dit que E est de dimension finie, et je dois démontrer que cette assertion est fausse, donc je dois démontrer que si je prends une suite quelconque de vecteurs de grand E, il existera au moins un entier tel que cette famille ne soit pas libre, c'est-à-dire soit liée. Donc je suppose, j'ai dit que E n'était pas de dimension infinie, c'est-à-dire que E est de dimension finie, et j'ai noté P la dimension de E. Et je prends une suite quelconque, et automatiquement, si je prends la famille U0 jusqu'à UP, elle est bien sûr constituée de P plus un vecteur. Or, c'est la proposition 1, nous disait que dans un espace vectoriel, donc ici en l'occurrence de dimension P, une famille libre a au maximum P vecteurs. Donc cette famille-là, elle en a P plus 1, donc automatiquement, elle est liée. Donc vous voyez, j'ai exactement démontré la contraposée, puisque je démontrais que, j'ai bien démontré la négation de cette phrase, j'ai démontré que pour tout de suite, il existait forcément au moins un entier tel que cette famille soit non libre, c'est-à-dire liée. La réciproque, donc cette fois on suppose que E est de dimension infinie, et on va construire une suite UN par récurrence sur n, donc je vous rappelle, cette suite UN elle doit vérifier la propriété que pour tout n, la famille U0 jusqu'à UN soit libre. Donc c'est cette suite-là, enfin une suite qui vérifie cette propriété-là, que je vais construire par récurrence. L'initialisation c'est très facile, puisque E est de dimension infinie, donc E n'est pas égal au singleton 0, je vous rappelle le singleton 0 il est de dimension 0. On peut donc choisir au moins un vecteur non nul, il existe au moins un vecteur non nul dans grand E. Je prends ce vecteur non nul U0, je l'appelle U0, et la famille U0 est alors libre, une famille à un seul vecteur non nul, elle est libre. Soit n dans grand N, je suppose l'existence d'une famille libre U0 jusqu'à UN, donc je suppose avoir construit les vecteurs de ma suite jusqu'au rang n. Et comme E est de dimension infinie, cette famille-là ne peut pas être génératrice de grand E, ce qui veut dire que son vecte n'est pas égal à grand E, ce qui veut dire qu'on peut évidemment choisir un vecteur dans grand E qui n'appartienne pas à ce vecte. D'après l'hypothèse de récurrence, la famille U0 jusqu'à UN est libre, et on utilise la proposition 15 du chapitre 15 qui dit quoi? Qui dit que quand on a une famille libre et qu'on prend en plus un vecteur qui n'est pas dans son vecte, la nouvelle famille est encore libre. Donc on a démontré la propriété au rang suivant. Et on en déduit le fait que k crochet x est de dimension infinie.